On a eu une première réunion en atelier. Je vais vous dire très rapidement un peu la teneur de la discussion dans l'atelier qui s'appelait ambulatoire et urgence. Là-dessus, il y a eu des témoignages. Tout le monde avait un témoignage et a eu une expérience à raconter. Et l'idée, c'est que si l'ambulatoire, c'est quelque chose qui peut représenter un progrès parce qu'on rentre plus vite chez soi, etc., il est évident qu'il y a des tas de problèmes autour, par exemple de l'accompagnement, de comment on se retrouve chez soi seul ou pas. Et donc, en particulier, il apparaissait que le développement de cet ambulatoire sans les moyens suffisants qui l'accompagnent pouvait amener à des inégalités accentuées dans le rapport à la médecine et aux soins. Moi, je vais tout de suite passer la parole à Philippe, qui est donc responsable syndical à l'hôpital de Longjumeau. Bonjour, rebonjour. Donc moi je vais vous parler un petit peu par rapport au projet sur l'ambulatoire et les urgences, et ensuite je laisserai la parole à Fabien qui élargira un petit peu le débat sur toutes les problématiques, en particulier au niveau de la sécurité sociale que ça pose. Bon, l'ambulatoire, vous le savez, hein, c'est une intervention chirurgicale ou une procédure qui est faite dans la journée, et le soir on regagne son domicile, c'est ça le principe. Sur le projet de Saclay, il est prévu donc pas mal d'ambulatoires. Il est prévu 53 places d'ambulatoires qui se répartissent 24 places en médecine et 23 places en chirurgie. Je ne compte pas le SSR, c'est une autre histoire, c'est autre chose. Parallèlement à ça, évidemment, on se rend compte que ce sont les lits d'hospitalisation complète qui font les frais de cette augmentation de places au niveau de l'hôpital. Juste pour comparaison, aujourd'hui, sur le GHNE, on a 10 places, on passera à 24, on a 10 places sur la médecine, et on a 7 places sur Longjumeau et 5 places sur Orsay en chirurgie. Donc on a 12 places et on passera à 23. Par contre, le nombre de lits d'hospitalisation complète, là, on va passer de 297 lits de médecine à 175 lits. Donc ça, la baisse est assez énorme. Et de 70 lits de chirurgie à 40 sur l'hôpital de Saclay. Alors, je vais le répéter également, je vais vous assumer comme une évolution naturelle des pratiques des soins, en fait, l'ambulatoire. Hein. C'est le confort du patient, c'est la demande des patients, c'est la diminution des risques des infections nosocomiales, c'est l'amélioration de l'accès aux soins, c'est les maîtrises de dépenses de santé, c'est la responsabilisation du patient. En fait, tout ça, c'est de la présentation. En réalité, c'est des logiques financières, puisqu'on comprend bien que ces services ambulatoires sont ouverts de 8h à 18h, la plupart du temps. 5 jours sur 7, ils ne sont pas ouverts les week-ends, ils ne sont pas ouverts les jours fériés. Donc on a besoin de moins d'équipes de soignants pour faire fonctionner ces services. On n'a plus d'équipes de nuit, on n'a plus d'équipes de week-end, on n'a plus. Donc les économies, en fait, ce sont des mesures qui permettent de réduire les coûts liés à l'hospitalisation. C'est vraiment une logique financière, l'ambulatoire, avant d'être un vrai confort pour le patient. Les SAU, dans tous les services d'urgence, on a les services d'accueil des urgences, ce qu'on appelle les SAU, mais on a aussi souvent adossé à ces SAU des SMUR, le 15, quoi, en fait, tout ce qui est mobile, tout ce qui est l'intervention mobile d'urgence, en fait, urgence et réanimation. Les services mobiles d'urgence et de réanimation, c'est ça les SMUR. Donc ça, c'est les équipes mobiles. Donc on en a une sur Juvisy, on en a une sur Longjumeau et on en a une sur Orsay. Donc il fallait garder ces SMUR parce qu'on ne pouvait pas, a priori, il n'envisageait malgré tout pas de fermer 3 SMUR. J'ai pas les chiffres exacts, mais ça, si je voulais, je les trouverai. Et donc, ils veulent monter des CCSU, donc ces fameux centres
de consultation et de soins urgents, en fait, sur lesquels seront adossés ces SMUR, en fait. L'idée, c'est ça. Au départ, pour ne pas fermer les SMUR, il faut qu'on trouve une autre structure pour que ces SMUR puissent continuer à exister. Et donc, ce sont ces centres de consultation et de soins urgents qui sont montés. Ces centres de soins et de consultation urgente, c'est que les maires, qui nous annoncent comme étant c'est les remplacements des urgences et les hôpitaux ce qu'ils veulent appeler les hôpitaux, je sais plus comment, communautaires, des trucs comme ça là. En fait, aujourd'hui on en a un qui fonctionne sur Longjumeau, qui fonctionne depuis 2017. En fait, ce sont des services c'est services de tri des urgences, en fait, si vous voulez. En gros, on passe aux urgences. Aux urgences, on vous dit, mais la pathologie dont vous souffrez, ça ne nécessitera pas de voir un urgentiste, ni de voir comment ça s'appelle, une hospitalisation derrière. Donc on vous renvoie vers le CCSU, et vous allez vers le CCSU. En fait, c'est un circuit court. En fait, c'est un circuit court des urgences, en fait, aujourd'hui, tel qu'il est. Donc nous, on est très sceptique par rapport à ça et comment ça va fonctionner, puisque c'est pas ouvert c'est ouvert toute l'année, 360 jours sur 365, mais certainement pas 24 heures sur 24, donc à partir de 22 heures, de toute façon, c'est fermé. Et la seule façon dont vous avez de vous soigner, c'est soit d'appeler le 15, ou soit de monter aux urgences sur le plateau. Donc c'est une vraie problématique. Bon, je vais finir rapidement. Le projet de Saclay, donc c'est la suppression de 37 personnels médicaux, donc 37 docteurs, 37 médecins qui seront mis à la porte, c'est 7 qui ne seront pas renouvelés, donc les postes ne seront pas renouvelés, c'est 714 personnels non médicaux qui ne seront pas renouvelés, donc ça c'est infirmières et aides-soignantes, médico-techniques. Chiffre officiel qui date de jeudi. C'est la fermeture de l'hôpital de Juvisy prévue dès 2021, début 2021, fin 2020, début 2021. En fait, au moment où c'est que le CCSU de Juvisy sera mis en place, en fait, à partir du moment où ça, à peu près en 2020, 2019, ils comptent à le mettre en place, le temps qu'il se rôde un petit peu. 2020, il ferme. 2019, on a un transfert de 45 lits de médecine de Juvisy vers l'hôpital de Longjumeau. Donc il n'y aura plus de médecine à Juvisy. C'est la fermeture des soins palliatifs de Juvisy. Il y a 30 lits qui seront fermés. A priori, les dernières pistes qui sont évoquées sont un transfert sur l'ESPIC. L'ESPIC, c'est l'établissement privé de santé d'intérêt collectif qui est de la Martinière, qui s'appelle l'ESPIC La Martinière sur le plateau, qui est là-haut. Et donc c'est ce transfert de... Et j'ai oublié de préciser, a priori, il prévoit donc que ces CCSU puissent accueillir 25 000 passages par an. En gros, c'est ça, c'est ce qui est prévu. Donc ils font un calcul comptable, bête et méchant. Ils disent qu'il y en a 3 à 25 000, ça fait 75 000. Nous, on a 85 000 sur le plateau de Saclay, 75 000 plus 85 000, on est à 160 000, on est bon. Voilà comment c'est présenté au niveau des instances des hôpitaux et comment ça nous est présenté au personnel en tout cas. Voilà, donc si pas d'autres choses à dire là-dessus. En tout cas, si vous voulez plus de précision, je suis ouvert à toutes les questions que vous pouvez avoir. Je vais passer la parole à M. Creux, à Fabien. Merci. Alors, simplement, pour qu'on se comprenne bien, ambulatoire et urgence sont liés par le fait que quand on ne peut plus répondre dans ambulatoire, à un moment donné, on repasse par la case urgence. Donc c'est le seul lien qu'il y a de fait, sinon c'est deux problématiques qui a priori seraient différentes. C'est-à-dire que l'ambulatoire n'a qu'une seule vocation, c'est désengorger l'hôpital pour pouvoir réduire les dépenses publiques hospitalières, pour pouvoir baisser les cotisations patronales, les cotisations, c'est-à-dire la part prise sur les richesses produites par l'entreprise, pour pouvoir la libérer et la mettre dans le marché, c'est-à-dire sur les places financières et boursières. Voilà, c'est ça le fond du problème. Le fond du problème, si on veut aller au bout de l'objectif,
c'est qu'il faut libérer de l'argent d'un côté, le basculer de l'autre, et en libérant de l'argent d'un côté, obligatoirement, il faut faire des économies. Et les économies, ils se font sur différents points sur lesquels on pense qu'on peut faire des économies. Et le premier, un de ces points, il y en a d'autres, c'est le nombre de prix de journée payés par la sécurité sociale. Il faut diminuer le nombre de prix de journée. Et il faut non seulement diminuer le nombre de prix de journée, mais au passage, à travers l'ONBAM, c'est-à-dire l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les lois de financement de la sécurité sociale, tous les ans, on baisse le prix de journée. Et je vous annonce tout de suite qu'on a prévu, enfin les premières indications que l'on a pour l'ONDAM 2019, donc le PLFSS qui va être discuté à la rentrée septembre-octobre à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est moins 2 milliards encore. Moins 2 milliards encore. Et forcément, pour l'essentiel, ça va être sur l'hôpital. Et donc encore, réduction de personnel. Mais on vous dit, on peut réduire le personnel, puisque l'objectif entre 2018 et 2022 dans les PRS, plans régionaux de santé, qui sont en cours, je dirais, d'études, de consultations, la région Île-de-France, je crois que c'est cette semaine qu'elle doit donner son avis, la ville de Paris aussi, certains départements ont déjà donné leur avis, défavorable, c'est les Marnes, votez contre, Val-de-Marne, votez contre, je ne sais pas ce qu'il en est des Essonnes, je ne sais pas ce qu'il en est des autres départements, mais vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. Pour autant, comme vous le savez, les PRS sont signés, pas votés, ils sont signés par le directeur général, quel que soit l'avis. Et alors, dans ce PRS, qui est un énorme niveau de démocratie sanitaire, qui est à l'image de ce qui a été raconté tout à l'heure par rapport à ce qui se passe sur l'Essonne, et notamment sur les hôpitaux, c'est à l'échelle régionale. Et je dirais même c'est à l'échelle nationale, parce qu'on prend l'exemple d'Île-de-France, on pourrait prendre l'exemple partout ailleurs. Et dans ce PRS, qu'est-ce qu'on prévoit? On prévoit 30% de suppression de lits hospitaliers. 30% de lits hospitaliers. Objectif de passer de 60 en 2018 de taux d'ambulatoire à 70% de taux d'ambulatoire, c'est-à-dire renvoyer le maximum de patients. Plus un autre indicateur qu'il faut avoir en tête, c'est ce qu'ils appellent l'indicateur de pertinence des soins. Et l'indicateur de pertinence des soins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'il y a un certain nombre de soins faits à l'hôpital qui ne mériteraient pas d'être faits à l'hôpital et qui devraient pouvoir être faits ailleurs. Sauf que le problème, il est, et c'est là qu'on arrive aux urgences, c'est que le problème de ailleurs, c'est en médecine de ville. Et si on n'a pas les structures, et je ne vais pas empiéter sur mon petit camarade Eric, mais sur les centres de santé, mais si on n'a pas les structures d'accueil et le maillage territorial suffisant, bah, obligatoirement, à un moment donné, on repasse par la case d'urgence. Et donc, on aggrave les urgences. Et la preuve en est, c'est que le même document qui donne les problématiques de dépenses et de recettes, il dit que en 2016, par rapport à 2015, il y a eu une augmentation de on est passé de 158 milliards en 2015 à 162 milliards, liés notamment aux dépenses d'hospitalisation ponctuelle, c'est-à-dire de gens qui finalement, ponctuellement, ont été besoin d'avoir... Or, en général, c'est lié à des notions d'urgence. Donc on a bien une augmentation des urgences qui, de plus en plus, font qu'on a eu, en l'espace de quelques mois seulement, dans cette période, alors on nous a dit c'est l'épidémie de grippe, sauf que c'est tout le temps l'épidémie de grippe. On croit que la grippe, maintenant, c'est de janvier à décembre. Et on a eu 15 000 patients qui ont été dans les couloirs des hôpitaux, parce que nous n'avons plus de place dans les urgences. Parce qu'à force de réduire, on réduit les capacités, certes, de lits pour des spécialités, dans différents services, mais on réduit au bout du compte aussi la capacité de l'hôpital lui-même en termes d'urgence. Donc on est devant une double problématique qui est à la fois, on veut de l'ambulatoire, on renvoie vers la médecine de ville. La médecine de ville n'a pas les moyens aujourd'hui, avec le nombre de praticiens qui vont aller à la retraite et un numerus clausus qui est fondamentalement trop bas. On n'a effectivement pas les moyens, et on le sait depuis 15 ans, ce qui veut dire que comme il faut 15 ans pour former des médecins spécialistes, eh ben ça fait 15 ans qu'on aurait pu, il y a 15 ans, on le savait. Il y avait un film que j'ai fait un débat il y a quelques jours à Arcueil, sur un film qui est sorti en 2003 sur l'hôpital de Garches-les-Gonesse.
des Gonesse, pardon, et qui était un hôpital qui était au bord, d'ailleurs ça s'appelle au bord du burn-out, un hôpital qui était au bord en 2003. Et on disait, gros problème de pénurie, il va falloir fermer l'hôpital. D'ailleurs, au passage, ils l'ont fermé et ils ont recréé un autre, ils ont regroupé 3 hôpitaux. Dans une logique qu'ils avaient créée, puisqu'en 2003, ils savaient qu'il manquait des médecins. 2003, 2018, 15 ans, on ne peut pas dire que c'est mieux, alors qu'en 2003, les DAS de l'époque et les ministères le savaient. Donc c'est bien d'une stratégie politique. C'est pas le fait qu'ils ne savent pas. Et cette stratégie politique, elle vient d'un cynisme total, c'est qu'on pense que moins il y a de médecins, et moins on se soigne. Et que si on se soigne moins, eh ben on fera moins de dépenses, et donc on va pouvoir baisser la cotisation patronale, puisque dans le même temps, il y a une demande du MEDEF qui est très forte, qui est de dire, rendez-nous notre argent, car eux, ils n'ont jamais accepté depuis 1945 que cet argent, c'était le nôtre, puisqu'on l'a créé avec notre propre force de travail, et non pas le leur, mais eux, ils considèrent depuis tout le temps que c'est le leur, et donc il faut le reprendre. Et progressivement, ils grignotent, et ils le reprennent. Et en fiscalisant, plutôt que d'avoir de la cotisation, c'est une manière de nous faire supporter à nous la dépense de santé, au lieu que ça rejoigne sur eux, puisque dans le même temps, eux, ils sont exonérés, avec notamment cette année l'ISF qui a été supprimé, l'impôt sur la fortune. Donc vous voyez la logique, elle est là, la vraie logique de la problématique de l'ambulatoire et de l'urgence. Elle n'est pas dans un souci de pertinence des soins, elle n'est pas dans un souci de répondre à une demande, elle est dans un souci simplement de réduire l'offre, parce que l'offre aujourd'hui, de leur point de vue, est trop importante, parce qu'elle pèse trop sur le budget public, et donc elle pèse sur les cotisations, et donc elle pèse sur l'argent que le patronat veut récupérer. Voilà, on est aussi simple que ça. Après, il y a aussi autre chose alors, ce sont après des éléments, une fois qu'on a posé ça, qu'on a bien ça en fond, on voit après des éléments qui permettent de faire que ça s'applique. Parce que c'est une chose de dire, je veux, par exemple, admettons que nous, demain, on soit, nous, ici présents, dans notre sensibilité, on soit au gouvernement, que la coordination, elle ait un ministre à la santé, au lieu que ce soit la maire Buzyn, il faut quand même qu'après, on sait ce qu'on veut, mais après, comment on transforme. Et pour ça, il faut des décrets, il faut des lois, etc. Et eux, ils ont fait la même chose, progressivement, de la loi Juppé, qui a créé le PLFSS, à la loi Bachelot, qui a créé, avec la loi HPST, à la loi Touraine, avec la loi de modernisation du système de santé, et aujourd'hui avec Madame Buzyn, ils ont créé tout un ensemble de lois et de structures qui canalisent vers l'objectif qui est le leur. Et cette canalisation, elle entraîne quoi ? Elle entraîne qu'à un moment donné, ça augmente effectivement les urgences et ça crée problème d'urgence. La pauvre dame, la pauvre femme, la pauvre jeune femme d'ailleurs, qui est décédée suite, vous vous rappelez, ça a fait il y a un mois un grand boom, et à juste titre, c'est monstrueux ce qui a pu se passer pour cette jeune femme. Il n'en reste pas moins quel est le résultat de cette situation d'urgence. C'est pas un problème qu'une personne a failli, c'est un système qui est en train de faillir. Et ce système fait qu'à un moment donné, on met une telle pression sur tous ces personnels qui sont aux urgences, qui ont une augmentation qui est presque aujourd'hui, tous les ans, il y a plus 10 à 20% d'augmentation, suivant le type de pathologie, etc., des urgences. C'est insupportable à un moment donné, puisqu'il n'y a pas plus de moyens. Donc ça devient, au début, on les fait travailler un peu plus, on les fait travailler, puis à un moment donné, ça craque. Et on est en train de craquer. À tel point que, dans un article qui est paru dans Le Monde il y a quelque temps, il était écrit très, très clairement qu'il y avait plus de 9% de morts supplémentaires liées aux urgences par cette situation de surpopulation, si je puis dire, des urgences, qui pouvait monter jusqu'à 20% pour les personnes les plus à risque. C'est pas Donc on a aujourd'hui un risque de mourir plus suite à une urgence plus qu'avant, parce que la situation elle est en train de s'empirer dans les urgences. C'est pas une question des personnels, c'est l'accumulation des problématiques, le fait d'arriver trop tard, le fait de partir trop tôt, vous voyez, c'est pas l'acte lui-même de l'urgence qui est en cause, c'est le avant et le après
qui font qu'à un moment donné, comme ça a été dit, on ne surveille pas, il n'y a personne à la maison pour surveiller les médicaments qu'on prend, on le fait sortir trop tôt, la personne avait, quelqu'un que je connaissais très bien, avait un taux de plaquettes qui était trop bas, donc finalement, elle a saigné, elle est rentrée à nouveau le lendemain matin par l'urgence, qui au passage rapporte plus d'argent que autrement, parce que ça aussi c'est le principe de la T2A, la tarification à l'activité, qui est perverse, d'une très grande perversité. L'urgence rapporte plus d'argent à l'hôpital que l'autre secteur, tout en même temps posant un problème d'avoir trop d'urgence. Vous voyez le genre de trucs. Mais si vous rajoutez le fait que l'urgence d'aujourd'hui n'est plus l'urgence d'hier, c'est quoi? Avant, les urgences, c'est quoi? Vous allez à un hôpital à l'urgence, soit parce que vous avez un risque vital, voilà, un truc d'un coup, une AVC, un machin, un truc, etc. Soit vous aviez un accident, souvent c'est des accidents de la route ou accidents domestiques, enfin bref, un accident. Donc c'est de la traumatologie ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on n'y va pas que pour ça dans l'urgence. On y va, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas les moyens de payer un généraliste ou un spécialiste, et notamment les spécialistes. Or, qui a fait en sorte que le secteur 2 explose? C'est Madame Touraine. Il y a, au tout début d'ailleurs, parce qu'avant, il y avait un secteur 1 et un secteur 2. Les gens du secteur 2, quand ils se mettaient en secteur 2, ils n'avaient plus droit à un certain nombre d'avantages de la convention. Et alors, les gens du secteur 2, ils ont dit oui, mais si on n'a plus d'avantages, on peut prendre les prix qu'on veut. Ah oui, mais le problème avec les mutuelles, c'est que comme de plus en plus c'est les complémentaires qui prennent ce qui est en secteur 2 dans la mesure de votre complémentaire, d'où l'inflation des cotisations sur les complémentaires, mutuelles ou assurances privées, elles ont dit il faut mettre le haut là. Mais il ne faut pas supprimer le système, surtout pas. Parce que si on supprime le système, il n'y a plus d'intérêt à prendre une complémentaire. Donc il faut continuer à donner de l'intérêt à une complémentaire, mais en même temps le réguler. Et ça s'appelle le nouveau secteur 2 que nous a inventé Mme Touraine, qui est un secteur 2 qui permet de garder tous les avantages du secteur 1, mais de ne pas exagérer. Et donc, de ne pas aller au-delà, alors je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est, au lieu d'une consultation, je dis n'importe quoi, mais de tête comme ça, de mémoire, de 23 € à l'époque, on avait le droit d'aller à 52 €, je crois comme ça. D'ailleurs, maximum de doubler l'indication de la sécurité sociale. Au-delà, on n'était plus en secteur 2, et là, à ce moment-là, on était effectivement hors convention. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les médecins qui étaient en secteur 1, très gentiment, et qui se gardaient ce secteur 1, quand ils ont vu ça, qu'ils avaient les mêmes avantages en secteur 1 et en secteur 2, et en même temps ils gagnaient le double, et dans un certain nombre de spécialités, on est passé de 30 à 40% de médecins de spécialistes en secteur 1 ou secteur 2. En médecine générale, c'est monté moins haut, mais en certaines spécialités, je pense à l'ophtalmo, je pense à talon, ça a explosé. On est passé à 80-90% de médecins en secteur 2. Ce qui veut dire que pour une partie des gens qui n'avaient pas une bonne mutuelle ou qui n'en avaient pas du tout, etc., se sont retrouvés à devoir aller pour ce type de pathologie à l'urgence. Donc vous voyez que les urgences n'ont plus été seulement un problème de répondre à une urgence vitale, mais de répondre à soit une pénurie de médecins localement, soit des médecins qui existent mais qui sont trop chers, localement aussi. Et donc, dans les deux cas, on vient engorger les urgences et on vient effectivement poser un nouveau problème, qui est de l'organisation de notre système de santé. Ajoutez à cela que le fait d'avoir moins de médecins en activité, en médecine ambulatoire ou en médecine plutôt de ville, mettons de côté la notion d'ambulatoire pour parler de médecine de ville, que ce soit libéral d'ailleurs ou centre de santé, fait qu'à un moment donné, là encore, les gens, les médecins qui sont censés faire la permanence des soins ambulatoires, la PDSA, permanence des soins ambulatoires, qui est en théorie une obligation, deviennent de moins en moins nombreux. Et donc comment répondre à un besoin d'urgence banal, si je puis dire, par rapport à l'urgence, si on ne peut pas l'organiser parce qu'il manque, parce que les plages horaires, etc. On va à l'hôpital pour remplacer. Donc l'hôpital vient à la fois s'engorger, au niveau de ses urgences par le fait qu'il déleste des patients, des patients, par le fait qu'il y a moins un problème d'inégalité d'accès aux soins, à travers le secteur 1, secteur 2, etc. Et par le fait que nous avons aussi une situation de permanence des soins ambulatoires qui est en difficulté.
Et tout ça vient engorger les urgences et vient créer un problème de fond. Alors, la solution, moi, c'est pas moi qui la donne, c'est en l'occurrence un rapport qui a été fait le 26 juillet 2017 par 2 sénatrices et un sénateur qui ont fait, au nom de la Commission des affaires sociales, un rapport sur les urgences hospitalières. Laurence Cohen, Catherine Génisson et René-Paul Savary, communistes, une socialiste et un mec de LR, un mec de droite, et qui ont dit, première des choses, dans leur préconisation, et c'est pas des révolutionnaires, enfin si, Laurence, si, mais pas les deux autres, hein, sinon je vais me faire caper sur la figure. Proposition numéro 4, mettre fin aux fermetures de lits dans les services de médecine et chirurgie générale. C'est du bon sens. Rendre une place suffisante et leur rendre une place suffisante pour absorber les variations de prise en charge en aval des urgences. En aval des urgences. Tu peux nous redonner la référence de tout. Alors, c'est Sénat, c'est le rapport numéro 685 du 26 juillet 2017, pour ceux qui veulent. Voilà, hein, au Sénat, rapport d'information. Ce rapport est bourré de propositions. Il y en a 20. Et toutes ces propositions ne posent aucun problème si elles étaient appliquées. Et le rapport le dit lui-même, c'est un rapport qui est fait pour faire des propositions qui veulent pouvoir être appliquées sans loi, c'est-à-dire dans le cadre actuel, naturellement avec des améliorations budgétaires, mais qui peuvent être très simples. Un seul exemple. L'hôpital aujourd'hui paye 4 milliards, d'une manière générale, de taxes sur les salaires. 4 milliards de taxes sur les salaires. Taxes sur les salaires qui n'a aucune raison d'être dans un hôpital public. Et à partir de l'argent qui vient de la Sécu. C'est-à-dire on prend de la Sécu, on le fait passer par l'hôpital et on le renvoie en impôts à l'État. Donc l'État pique 4 milliards à travers l'hôpital à la sécurité sociale. On supprime ces 4 milliards, on a 100 000 emplois nouveaux à l'hôpital. 100 000 emplois. Pour une taxe qui n'a pas de raison d'être. Et que déjà, d'ailleurs, les hôpitaux privés, en partie, sont exonérés. Privés, pas publics. Donc, l'argent, il n'y a pas besoin de faire des grandes décisions, simplement déjà des décisions simples. Et des mesures comme ça, il y en a un certain nombre qui peuvent être appliquées tout de suite, dès 2018, dès 2019. Un plan d'urgence pour l'hôpital peut être proposé, et certains le proposent. Le Parti communiste a proposé un plan d'urgence pour l'hôpital. Il y a des possibilités de plan d'urgence pour l'hôpital. La CGT a fait des propositions, au Sud en a fait. On sait qu'est-ce qu'il faut faire rapidement pour faire bouger les choses. Et je le dis, sans nouvelle loi, sans loi Touraine, sans loi HPST, sans loi de ce que vous voulez, ça c'est pour autre chose, ça c'est si on veut changer le système. Mais rien que pour soulager, pour créer. Aujourd'hui, la dette des hôpitaux est telle qu'elle ne permet plus l'innovation et la rénovation. Elle est trop forte, cette dette, sans compter les dettes toxiques qu'on a eues à une période où il y avait tellement de dettes qu'il fallait prendre des emprunts pour payer les emprunts. Donc on est dans une situation où, là encore, les banques centrales, et notamment la Banque Centrale Européenne, devraient pouvoir prêter de l'argent aux hôpitaux. Elle en prête des milliards à autres que des hôpitaux. Pourquoi pas aux hôpitaux? Vous voyez, il y a des propositions. Donc je crois, ce que je veux dire, et puis je conclurai là-dessus, c'est que la problématique des urgences, c'est pas une problématique technique. C'est le résultat, c'est le miroir de notre système de santé. C'est notre système de santé qui est en train de dégénérer, qui est en train de changer, d'évoluer par rapport au secteur public. Il est en train de s'améliorer, il est en train de mieux s'organiser sur le secteur privé. Cela dit, le secteur privé, il y a des choses qu'ils ne feront jamais. La formation, la recherche, les plus démunis et même ceux qui ont un petit peu plus déjà, etc. Les personnes âgées à un certain niveau, etc. Tout ça qui coûte et qui ne rapporte pas, parce qu'on est dans l'humain quand même, malgré tout, tout ce qui ne peut pas être robotisé dans le sens de marchandiser, ça peut rester à l'hôpital public. Donc l'hôpital public va rester. Le problème, c'est jusqu'à quel niveau, jusqu'où ils vont pouvoir le descendre, et forcément le remplacer par de l'hôpital privé à la place. Et c'est ça un peu la problématique qui nous est posée. Et en luttant pour Juvisy, pour Longjumeau, pour Orsay, c'est pas seulement pour 3 hôpitaux qu'on se lutte. C'est pas seulement contre
un projet qui peut-être d'ailleurs au passage d'ailleurs est peut-être nécessaire, je crois que ça a été dit quelque part, c'est les 4 qu'il nous faudrait. On veut supprimer Bichat-Beaujon pour créer un hôpital nord francilien. En réalité, l'hôpital nord francilien, on en a besoin pour la Seine-Saint-Denis, ils n'en ont pas d'hôpitaux de cette nature-là. Donc on a besoin d'un hôpital à Saint-Ouen et pour le haut de la Seine-Saint-Denis. Mais on a besoin aussi de garder un hôpital de proximité dans le nord de Paris qui est socialement et des fois en zone de désertification aussi médicale. Donc Bichat-Beaujon, il faut les garder, il faut les rénover, etc. Ce qui est vrai dans le nord est vrai dans le sud, et donc c'est une autre logique. Mais dans l'immédiat, que ce soit les urgences ou que ce soit l'ambulatoire, c'est un système de santé qui est en cause et pas un problème technique. Merci.